Dis-moi ce qu'il y a derrière le mur qui balafre notre horizon. Un militant du Liban, d'abord, ça a été un militant communiste. Il s'est battu aussi pour la Palestine. Donc il a été au phare, il a été dans les organisations de résistance libanaises et palestiniennes et même syriennes. Et puis il a combattu à l'extérieur aussi pour faire reconnaître la situation au Liban et en Palestine. Et puis voilà, donc ça sera le cas Jean-Ibrahim Abdallah, qui nous fera forcément et de toute évidence évoquer la situation en Palestine, puisque son histoire est très liée à la Palestine aussi. Voilà. Donc on va débuter sans plus attendre la rencontre. Monsieur le maire de Mauléon, c'est la première question que j'aimerais vous poser, à savoir ce village paisible du Pays Basque de Mauléon, fait de rugby et de plein d'autres choses. Comment on fait? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressé à son cas? À quel moment vous avez rendu hommage à ce prisonnier politique? Et pour quelles raisons? Et dites-nous un peu là, comment ça s'est passé? Rapprochez bien le micro. Bon, d'abord, on ne me connaît pas. Je suis le jeune maire communiste PCF de Mauléon. Jeune maire, je vais être clair, je n'ai pas pu m'intéresser à la cause palestinienne de manière très, très forte avant, parce qu'après 5 tentatives pour avoir la mairie, j'ai été candidat à la première fois, on dit que je suis obstiné, opiniâtre, tout ce que vous voulez. Après une première tentative en 1977, c'était hier, j'ai été élu maire de Mauléon en 2020. Donc, ce qui me fait dire qu'effectivement... Alors, effectivement, Mauléon, c'est pas par hasard. Il y a quand même un passé de lutte, une histoire très forte. Je suis moi-même petit-fils d'immigrés, etc. C'est pas par hasard que je suis au Parti communiste. Donc, effectivement, comme disait Nelson Mandela au 20e congrès, disait des solidarités, il disait il n'y aura pas de notre liberté sera incomplète sans la liberté des Palestiniens. C'est une formule qui est la mienne. J'étais jeune, là j'étais plus jeune. Jeune normalien déjà, je m'intéressais à la cause palestinienne. J'ai continué à le faire à mon modeste niveau. Et quand j'ai eu cette chance de venir maire de cette petite ville, pas si apaisée que ça, parce que les joutes politiques sont de grande qualité et sont parfois assez rudes, et ça on est capable de les affronter. Donc dès qu'on a été élu, en relation avec Daniel, on a fait citoyen d'honneur de Mauléon Marwan Barghouti, qui est emprisonné en Israël. Je finis candidat Jarrah, Ahmad Saada et Georges Ibrahim Abdallah, communiste libanais emprisonné en France depuis 40 ans. Donc c'est un choix tout à fait logique dans le droit fil de ce que nous sommes, avec nos valeurs de tolérance, de paix, de liberté, de solidarité. Je vous dirai après, nous sommes rendus à porter la solidarité au Mauléon, nous sommes rendus en Palestine. On est jumelé avec un village de réfugiés palestiniens, etc. Mais pour poser des questions, j'expliquerai plus après. Je vous remercie. Oui, bravo. J'ai eu la chance d'aller en Palestine rencontrer le Premier ministre de l'autorité palestinienne, et je crois que je l'ai dit, je l'ai repris dans un bulletin, bulletin municipal. Si c'est militer pour la paix, la solidarité et un État palestinien, si c'est ça, être terroriste, je le dis très clairement, je suis moi aussi très fier d'être terroriste. Non mais il y avait des terroristes, il faut se rappeler quand même qu'il y avait des terroristes héroïques entre 39 et 45. Hein.
Et donc après, petit à petit, on a traité la question de la délégation en Palestine. Nous avons été en Palestine en juin 2022 pendant 10 jours, avec 12 personnes, des communistes, non communistes, des élus, des gens de la société civile. Et ça a été permis par l'aide, y compris matérielle, de gens de la population. Donc on a été reçus là-bas de manière extraordinaire. J'ai remarqué que la haine n'existe pas chez ces gens, ils veulent la paix, la liberté. Passer un séjour, ça m'a ouvert les yeux, même si je savais les choses. Et là, je me rappelle les petites gamines qui ont dansé le Dagbé, celle qui dirigeait le groupe, elle m'a dit, je vous en supplie, monsieur le maire, faites-nous venir à Montléon. Et donc, en avril 2024, une délégation de 16 personnes est venue à Montléon, les 8 responsables du comité populaire Balata, camp de réfugiés avec qui nous sommes jumelés, et les 8 petites danseuses d'Agbé qui ont donné un spectacle à la population avec des petites fillettes basques sur le parvis de la mairie, etc. Alors, Eric, donc merci d'être là. Je veux dire, c'est aller voir Georges Ibrahim Abdallah, pour toi, c'est un acte personnel, un acte politique, ça fait un peu l'unanimité dans ton parti ou dans ton organisation comment tu t'es intéressé à ce cas, depuis combien de temps et pourquoi le porter comme ça, de manière comme ça éclairée? Bien, d'abord bonjour à toutes et à tous. Merci Tayeb et merci au village Emmaüs de cette invitation. Je tiens aussi à saluer Sylvie Ferrer, qui est députée aussi, et les filles qui est dans la salle de table. Je serai devant ici. Alors, la raison pour laquelle demain je vais, effectivement, non pas aujourd'hui, parce que sur l'affiche marquée suite à sa visite, en fait c'est avant sa visite, parce que je vais demain, je vais voir Georges Ibrahim Abdallah. Ça a un petit lien avec ici, en fait. Puisque la dernière fois que je suis venu, je crois que c'était en 2023, c'est Salah Hamouri. Oui, avec Salah Hamouri, qui venait d'être libéré, voilà, pour le noter. Et à l'époque, moi j'ai toujours été engagé sur la cause palestinienne. Moi je suis ravi maintenant, enfin je suis ravi. Malheureusement, c'est à cause des événements, on y verra tout à l'heure, absolument terribles qui s'y déroulent, mais c'est vrai que à nouveau ça mobilise de manière un peu intensive. Il y a pas mal d'années, on n'était plus beaucoup à se mobiliser, je peux le dire aussi. Et l'an dernier, j'étais donc venu pour la libération de Salah, et il y avait des gens du comité qui sont ici, de libération Georges Ibrahim Abdallah, qui m'ont reparlé de cette question. Je la connaissais, qui m'ont reparlé, et je leur avais promis que je viendrais. Alors depuis, j'ai agi sur d'autres choses, notamment il y a un an, pratiquement jour pour jour, j'étais à Rafah, à la frontière avec Gaza. J'ai amené la seule délégation pour l'instant parlementaire à la frontière avec Gaza, on en parlera peut-être tout à l'heure. J'avais également participé à la fête de l'UMA avec André Chassaigne. Il y avait eu un meeting en septembre 2023 sur la libération de Georges Abdallah. Et je m'étais promis à venir, j'ai agi. On a plusieurs députés qui bougent beaucoup sur la question, des pétitions qui ont amené le fait qu'un juge, le 15 novembre 2024, finisse par accepter la requête de remise en liberté. Et on sait que depuis, il y a eu un appel qui a été fait. Alors pourquoi je viens maintenant? Pour mettre la pression, quoi. Puisque le 20 février, il va y avoir, sur demande, ça paraît aberrant quand on dit ça, sur demande du parquet antiterroriste, il va y avoir à nouveau une décision sur l'appel qui est fait. Donc l'idée est de faire pression. Voilà, c'est ce qu'on doit tous faire. Parce que quand même, moi j'étais en train de regarder les dates, là, mais on parlait de Mandela. Mandela, il a été 28 ans en prison. C'était le plus vieux prisonnier politique au monde. D'accord? Qui d'ailleurs à l'époque était traité par l'Afrique du Sud comme un terroriste. Bien. Je regardais, je pensais à quelqu'un d'autre, parce que j'ai quand même mobilisé pour pas mal de gens qui ont été en prison. Abraham Serfati, marxiste marocain, qui a été en prison 17 ans. Et après Mandela, quand Mandela a été libéré, c'était le plus ancien prisonnier politique au monde. Bon, je pourrais même parler de Marwan Barghouti, 22 ans en prison. Mais 41 ans en prison. Mais enfin, dans quel pays sommes-nous pour que quelqu'un, pour ses convictions, qui clame son innocence depuis le début, où aucune preuve n'a été apportée, et depuis 41 ans en prison, et il fait en sorte que la France détienne le record en termes de prisonniers politiques en Europe.
Enfin, et je suis même sidéré, quelque part, que tout ça, non seulement tout ça existe, mais que ça ne suscite pas plus de mobilisation. C'est insensé. Il n'y a pas... Si vous regardez les auteurs d'attentats terroristes, reconnus, connus, ils ont été libérés depuis longue date. Longue date. Et lui, il le nie. Je rappelle que les services français territoriaux, au moment où il y a eu ces assassinats en 82, estimaient qu'en réalité ça venait de l'Iran, d'accord? Donc il y a eu des contre-feux, et simplement parce que les États-Unis en réalité font pression, on a un parquet national antiterroriste qui demande son maintien en prison. Enfin, c'est insensé. Moi, c'est plus que révoltant. Bon, tout simplement parce qu'il n'a jamais, en réalité, pourquoi? Parce qu'il n'a jamais appliqué ses convictions. C'est ça qui se passe. C'est un communiste, un marxiste, un révolutionnaire, et il n'a jamais appliqué ses convictions. Et donc, c'est pour ça qu'il est en prison. Enfin bon, déjà, si tu veux, c'est ma première réponse. La deuxième, et je ne veux pas être trop long parce que j'ai compris que l'idée c'est de faire des questions, etc., mais la deuxième, dans la période que le parquet national antiterroriste demande ça, au moment où nous sommes dans une situation où Israël contrevient à tout le droit international par rapport au pays même de Georges Ibrahim Abdallah, le Liban. Je le rappelle, en envahissant le Liban à plusieurs reprises. Est l'auteur d'un génocide à Gaza. Bon. Fait en sorte que qu'il est possible que dans les jours à venir, les semaines à venir, le plan absolument terrible de Netanyahou, qui est son plan depuis le départ, qui est la raison même de ce qui se passe à Gaza, c'est-à-dire de déporter tous les Palestiniens de Gaza vers la Jordanie et l'Égypte pour faire en sorte que Gaza devienne une terre israélienne. Au moment où tout ça est devant nos yeux, qu'est-ce que fait la France? La France, via son parquet national antiterroriste, demande le maintien en prison de Georges Ibrahim Abdallah. Je trouve qu'il y a un effet miroir absolument dramatique. La France ne dit quasiment rien sur ce que fait Israël, quasiment rien, et par contre, veut laisser en prison quelqu'un qui maintenant a 73 ans et est en prison depuis 41 ans. Donc tout ça, voilà, ça justifie que je sois là et que j'essaie de mobiliser à la hauteur de ce que je peux faire. Alors, comment expliquer? Parce qu'il est accusé, bon, à tort, mais en tout cas, il est accusé d'avoir assassiné 2 agents secrets. C'est comment un pays peut être à ce niveau de pression pour refuser la liberté à un prisonnier qui a fait 40 ans de prison? Ben, la seule raison, c'est qu'on cède aux États-Unis d'Amérique. Voilà. C'est tout. Moi, je vois pas. Enfin, je veux dire. Il y a deux procédures. Déjà, il y a le fait de l'avoir mis en prison aussi longtemps. Et ça, quelque part, il y a eu besoin de personne pour le faire. D'accord? C'est-à-dire, par exemple, quand tu disais sous la gauche, bon, ça dépend où on met la gauche, mais un de ceux qui a refusé de se remise en liberté, c'est Manuel Valls, quand même. Bon. Manuel Valls, c'est le même qui, en 2010, si je ne me trompe pas, j'espère pas me tromper d'année, au moment où Gaza a été bombardé, mais de manière intensive, expliquait qu'Israël avait le droit de se défendre. C'était la première fois qu'on a entendu ça, je ne sais pas si vous vous souvenez. Bon. Donc, quelque part, il y a un lien, quoi. Je veux dire, il y a un lien entre un appui à la politique menée déjà à l'époque par M. Netanyahou et cette partie-là, en tout cas, de la gauche. Voilà, donc ça a un lien. Bon, et la deuxième chose, je pense aussi que le poids des États-Unis est suffisamment fort pour qu'à un moment donné, aligné comme on est, malgré le fait qu'on a quelqu'un qui aujourd'hui menace d'envahir un territoire européen avec le Groenland, bah voilà, on ne le fait toujours pas. Mais tu as raison de dire, et je suis d'accord avec toi, il y a quelque chose, on donne des explications politiques, mais il y a quand même quelque chose qui dépasse l'entendement, quand même. D'ailleurs, comme ça l'a mouru en réalité, non pas dans un combat, j'allais dire, personnel, ce qui pourrait d'ailleurs justifier, personne ne pourrait lui en vouloir de vouloir sortir de prison de 41 ans, mais il l'inscrit dans un combat politique très clair, voilà, où il s'en sert par rapport à la cause qu'il défend. Donc moi, ça m'intéresse aussi d'avoir cette discussion avec lui. Et tout à l'heure, je pensais au problème que tu as eu avec le préfet. Il y a un autre maire communiste, on va dire qui est entre le Parti communiste et les Insoumis, enfin il est toujours communiste, qui est dans la Seine-Saint-Denis, mon département, qui est Asdin Taibi. Astin, il a eu les mêmes problèmes, puisque à plusieurs reprises,
il a fait voter des motions et mis des banderoles de Karim, que Georges Ibrahim Abdallah, il a émis pour Salah Abdel, etc. Et la préfecture l'a obligé à enlever les banderoles et sous peine d'amende, etc. Donc il y a eu Là, un problème. on ne m'a pas obligé, on me l'a suggéré fortement. Non, lui, ça a été moins sympathique que ça, donc son préfet avait été encore plus dur. Est-ce que vous avez des questions? Eric, je veux bien réagir à deux, trois choses. D'abord, par rapport à ce qui vient d'être dit, je n'ai pas dit le terme, mais il faut le dire. La situation faite à Georges Ibrahim Abdallah, c'est un scandale d'État. Clairement. Je veux dire, c'est à ce niveau-là, quand même. Parce que ça a été rappelé, tu as raison de l'avoir fait, qu'au départ, c'était pour complicité, que 10 ans avaient été demandés, que déjà à l'époque, il y a eu intervention pour que ce soit beaucoup plus long. Bon, et depuis, l'intervention et le fait qu'il soit maintenu, c'est une décision politique, c'est pas une décision de justice. Ça, c'est important à dire. Donc, il y a un scandale d'État. Première chose. Deuxième chose, c'est pour réagir par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Effectivement, je ne l'ai pas mentionné dans mes explications, mais c'est vrai que c'en est une. Alors, qui n'explique pas les autres, qui n'explique pas la période antérieure, mais qui explique la période récente, et qui explique très certainement pourquoi, alors qu'on espérait tous quand même que cette fois-ci c'était la bonne, il y a eu un appel du parquet antiterroriste. C'est évidemment la question du 7 octobre, ça c'est vrai. Bon. Pourquoi? Parce que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous, à France Insoumise, et ça va, on s'en est pris plein la tête de ce fait-là, on n'a jamais accepté de caractériser le Hamas et le 7 octobre comme des actes terroristes. Bien. Bon, on n'a jamais accepté de le faire, on a dit que c'était des massacres qu'on condamnait, que c'était des crimes de guerre, objectivement, mais on n'a jamais accepté d'utiliser le mot terroriste. Pourquoi? Parce que la volonté de Netanyahou de définir que c'était du terrorisme, c'était clairement pour mettre ça en lien avec, et il l'a dit d'ailleurs explicitement, le combat qu'on pouvait mener contre Daesh et autres. C'est-à-dire qu'il y avait une lutte entre le bien et le mal, adossée à la théorie du choc de civilisation, le mal étant le monde arabo-musulman, le bien étant le monde judéo-chrétien, occidental, tout ce que vous voulez, enfin bon, on voit bien ce que ça définit. Bon. Et derrière ça, ceux qui, d'une manière ou d'une autre, étaient considérés comme des ennemis, ne peuvent être traités que de terroristes, c'est-à-dire le mot qui disqualifie par essence, quelle que soit la personne. Et la question, et ça, je veux dire, c'est clair que le fait de vouloir maintenir en prison Georges Ibrahim Abdallah, même si son combat, par ailleurs, appartient à d'autres références, ça a été dit. Hein, le FPLP, c'est un mouvement laïque, de gauche, pas missionnaire, ce n'était pas un mouvement, en aucun cas, qui était un mouvement se référant à la version radicale de l'islam. Bon. Donc c'était une autre période. Il n'empêche qu'il est là-dedans, ce qu'on veut lui mettre sur le dos, c'est la même chose qui, depuis le 7 octobre, veut caractériser en fait le fait qu'on serait en lutte contre les mêmes adversaires. Bon. Et c'est pour ça qu'on a refusé à tout prix, y compris par rapport à ce qui se faisait malheureusement, ce qui se disait malheureusement à gauche, que nous avons refusé de caractériser ça comme ça. Bon. Et donc là, je crois effectivement que les deux choses sont à mettre en relation. Et ça me permet aussi de dire un autre élément, c'est que quelque part, le fait d'exiger plus que jamais la libération de Georges Ibrahim Abdallah, c'est le même combat, et ça doit être parallèle au fait d'exiger que la France reconnaisse un État palestinien, que la France décide d'être à l'avant-poste. Quand je vous dis ça, je sais que c'est de la science-fiction, le gouvernement actuel, mais quand même, c'est ce qu'il faut exiger. La France soit aux avant-postes en termes d'organisation du boycott des produits israéliens, d'embargo sur les armes, et je pense que la France, par rapport à ce que fait Trump en ce moment, qui est d'une dangerosité extrême, parce que moi je ne crois pas qu'il faut le prendre à la légère, ce qu'il est en train de faire. Bon. Donc, ça fait longtemps que la France aurait dû saisir le Conseil de sécurité de l'ONU. En juillet 2022, le Conseil de sécurité de l'ONU, quand Poutine menaçait d'envahir l'Ukraine, a été saisi. J'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi le Conseil de sécurité de l'ONU n'est pas saisi quand Trump menace de déporter toute la population palestinienne de Gaza ailleurs,
menace d'annexer le Groenland, menace d'annexer le Panama, etc., etc., et même le Canada. Bon, et là, ça passe crème, il n'y a pas de problème. Donc, moi, je pense que là-dessus, il y a une réaction qui est totalement, je veux dire, décalée par rapport à la menace de néo-impérialisme qu'on a, d'ultra-impérialisme qui sévit, et dont malheureusement, les premières victimes, parce que, du coup, là, ça serait le bras armé qui pourrait faire la différence, parce que jusqu'à maintenant, si Netanyahou ne le faisait pas, c'est pas qu'il ne pouvait pas le faire militairement, c'est qu'il y avait quand même quelque chose qui le retenait au niveau de la communauté internationale. C'est clair qu'à partir du moment où les États-Unis sont d'accord avec cette vision-là, ça peut se faire du jour au lendemain. Moi, j'ai dit que la dernière fois, on était il y a un an à Rafah. Franchement, quand j'étais à Rafah, on était à la frontière. J'ai pas imaginé 2 secondes qu'un an après, il faudrait attendre 1 an pour que débute un timide cessez-le-feu. Je pensais vraiment que, vu ce qui était en train de se passer, c'est-à-dire qu'on était déjà dans un risque génocidaire, les choses allaient s'accélérer. Ça n'a pas été le cas. Bon. Donc là, plus que jamais, il faut faire pression pour que ce projet n'aboutisse pas, parce que si ce projet aboutit, c'est une deuxième Nakba, surtout qu'il veut faire la même chose en Cisjordanie, et là, je veux dire, on aura nos yeux pour pleurer sur l'idée que la Palestine a droit à un État. Oui, pour rebondir un peu, dans ma petite vie politique, j'ai toujours adopté une façon de penser, mettre en avant les convergences sans ignorer les différences. Donc je n'ai pas du tout l'intention de discuter sur la question de savoir, aujourd'hui, si le Hamas est un mouvement terroriste ou non. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est la libération de Georges Ibrahim Abdallah, après 40 ans, et justice. C'est aussi la libération de Marwan Barghouti et 5000 prisonniers palestiniens qui croupissent dans les geôles israéliennes. Mais la question aussi qui doit nous animer au-delà de ces questions fondamentales, c'est quel avenir pour le peuple palestinien aujourd'hui? C'est ce qui doit nous rassembler, parce qu'on parle de Gaza, une enfance assassinée, le massacre des innocents, la démolition quasi totale de la bande de Gaza. On parle peu de la Cisjordanie, où la guerre gronde, où ça se passe très mal, puisque nous sommes en relation avec nos amis de Balata. Des petites filles m'ont envoyé un message et dit malgré la peur, malgré les balles, on danse et on chante. Mais l'avenir du peuple palestinien, il faut qu'on en parle. J'entends que les gens sont sidérés par le plan Trump. Mais la sidération, mais à quoi s'attend-on avec un personnage comme Donald Trump? Alors moi, je suis assez amateur de passé, parce que le passé éclaire le présent. Et si on écoute Trump, j'ai trouvé dans le paradoxe juif à la page 121 ce que disait Ben Gurion en 1947. Il faut quand même oublier, c'est pas venu de rien. Ni le 7 octobre, ni l'invasion, j'ai les cartes de la Palestine ici, où ça se réduit comme peau de chagrin. Et disait, nous devons utiliser la terreur, l'assassinat, l'intimidation, la confiscation des terres et la suppression de tous les services sociaux pour débarrasser la Galilée de la population arabe. Ces gens ne sont pas d'ici, chassons-les. Après la création de l'État juif, qui fera de nous une force puissante, nous abolirons la partition et nous étendrons à toute la Palestine. Donc ils ont mis le temps, maintenant ils ont des alliés puissants. La question de savoir où veulent vivre les Palestiniens veulent vivre chez eux, en Palestine, mais effectivement ils le disent aujourd'hui, si on nous empêche de vivre chez nous, nous nous battrons, car ils se battront. Donc il faut les soutenir dans ce juste combat, parce que c'est un combat mené pour enfin avoir une Palestine libre, mais c'est pas demain matin, il y aura encore du grain à moudre. Je crois qu'on doit se rassembler sur cette question de fond. Donald Trump, c'est pas par hasard qu'il parle de ce qu'il parle. Il ne faut pas croire que c'est quelqu'un qui décide des choses comme ça en se levant le matin. C'est un projet de nettoyage ethnique qui risque de voir le jour si on ne veille pas au gré, si on n'est pas tous rassemblés, plus que jamais, comme disait le camarade là-bas, dans nos manifestations, plus nombreux encore que d'habitude, quoi. Il faut prendre en compte tout ça, parce que sinon, il y aura des lendemains qui ne chanteront pas pour nos amis palestiniens.
Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et la quintessence de ce problème. Bon. Première chose que vous avez réaffirmée, et d'ailleurs ça me permet de revenir, parce que j'ai entendu ta réaction tout à l'heure sur... quand je dis qu'on a refusé de dire que le Hamas est une organisation terroriste, n'allez pas imaginer 2 secondes que ça veut dire une appréciation positive. D'accord ? C'est simplement que derrière la question de caractérisation du terrorisme, en lien avec l'affrontement par rapport au monde arabo-musulman, qui est le choc de civilisation, c'est derrière la caractérisation du conflit. Si c'est des terroristes islamistes, alors c'est une guerre de religion. Alors on est dans le choc de civilisation. Si on refuse ce terme, ce que nous avons fait, alors nous sommes dans une guerre coloniale. Nous sommes dans une guerre d'un État qui veut faire en sorte qu'un autre État, d'un autre peuple, ne puisse pas avoir... C'est une guerre géostratégique. Et c'est évidemment très important, parce que dans le premier cas, tout commence le 7 octobre, et dans le deuxième cas, ça commence en 48, et ce n'est qu'un des épisodes qu'on peut condamner de la manière dont c'est fait. C'est pas ça la question, mais c'est un des épisodes de cette longue guerre coloniale. C'est pour ça que nous avons eu à ça, ce qui ne vaut pas une caractérisation positive par ailleurs du Hamas. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que c'est absolument vrai, ce qui est en train de se jouer. Il faut bien comprendre qu'à partir du moment où Netanyahou, bafoue le droit international, pas seulement à Gaza, mais je l'ai répété au Liban, en Syrie. À partir de là, c'est très compliqué, les mêmes qui n'ont pas réagi, de dire à Trump qu'il bafoue le droit international quand il prétend envahir des pays ou les annexer en fonction de ses intérêts. Et d'ailleurs, vous remarquerez une chose, puisque Trump est en train aujourd'hui d'essayer de faire une paix unilatérale avec Poutine. Mais tout ça, en réalité, c'est quelque chose qui revient à faire en sorte que le fragile droit international, qui est quand même à peu près ce qui nous permet d'avoir encore un peu d'espoir. C'est vrai que c'est pas rien que le droit international reconnaisse que les Palestiniens ont droit à un État et que Jérusalem ne peut pas être la capitale d'Israël. C'est pas grand-chose, mais au moins on peut se rattacher à quelque chose. C'est sûr que le moment actuel, c'est que Trump et tous ceux qui soutiennent, ils sont en train de casser le droit international. Et d'ailleurs, c'est pas hasard que les États-Unis, non seulement, tu parlais de l'UNRWA, bon, moi j'ai rencontré l'UNRWA il n'y a pas très longtemps, donc non seulement l'UNRWA, depuis 1 an, les internationaux de l'UNRWA ne peuvent plus être à Gaza. Là, Israël vient de décider d'expulser l'UNRWA de Jérusalem. Les États-Unis, 1/3 des aides à l'UNRWA viennent de cesser toute aide. L'UNRWA n'a plus aucune aide des États-Unis. La France a augmenté ses aides l'an dernier. Il faut savoir qu'en réalité, il y a 2 types d'aides à l'UNRWA. Il y a les aides d'urgence, qui sont comme un peu des appels à projets, donc très fragiles, et les aides structurelles. La France a augmenté ses aides d'urgence, mais par contre, la ligne aide structurelle, celle qui permet de faire de l'éducation, de la santé et autres, c'est 0. D'accord ? Bon. Donc, c'est clair que l'attaque sur l'UNRWA, le fait de sortir de l'UNESCO, le fait de sortir de l'OMS, etc., comme vient de faire les États-Unis, c'est une remise en question totale du fragile édifice qui a été mis en place après la Deuxième Guerre mondiale, après la Première et la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire la Société des Nations qui est devenue l'ONU. Et donc c'est un fait absolument considérable qu'on est en train d'assister. Trump et l'impérialisme américain sont, avec d'autres qui ont été précurseurs, mais qui n'étaient que la pointe avancée de ça, sont en train de casser le droit international.